RCF. L'invité. Quel bulletin mettrez-vous dans l'urne le 11 juin prochain pour vous aider à en savoir plus sur ceux qui convoitent le siège de député? RCF Loir-et-Cher vous propose de donner la parole à tous les candidats des 3 circonscriptions du département. On commence avec la première circonscription en accueillant aujourd'hui son député sortant, Denis Robillard. Bonjour. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes depuis 2012 le représentant de la circonscription de Blois à l'Assemblée nationale, député socialiste, et vous briguez donc un second mandat aux côtés de votre suppléante, cette fois-ci Christine Olivier. Denis Robillard, qu'est-ce qui vous a convaincu d'y retourner, de faire à nouveau campagne? 2 choses. D'abord, les choix politiques. Donc le désir que les progrès accomplis puissent se poursuivre et que la trajectoire puisse être corrigée. Puisque j'étais dans ceux qui souhaitaient, en clair, une autre politique en matière économique et sociale, et que je me suis séparé du gouvernement sur quelques points. La deuxième chose, c'est que j'ai accumulé en 5 ans de l'expérience. Je pense avoir correctement travaillé, en tout cas j'ai été jugé comme tel, puisqu'une étude faite par une agence de communication m'a jugé 13e député le plus influent pour le travail parlementaire. Je suis moins bon sur les réseaux sociaux, ça je reconnais. Chacun sa spécificité. Chacun sa spécificité, mais enfin je préfère faire que faire savoir. Et donc il m'a semblé que cette expérience pouvait être mise au service de la circonscription et plus largement du peuple français, puisque les députés sont les représentants du peuple français. Du coup, est-ce qu'il y a un goût d'inachevé pour vous après ces 5 années passées dans l'hémicycle? Un goût d'inachevé, oui et non. Il y a des réformes importantes qui ont été faites. Moi, j'en ai porté certaines. Je pense à l'inspection du travail. Je pense à ce que j'ai particulièrement travaillé, c'est-à-dire les questions sur la santé mentale, avec une réforme sur les soins sans consentement, où on peut toujours continuer d'avancer, mais je pense aussi qu'il faut parfois savoir stabiliser, regarder ce qui se passe. De mon point de vue, on ne doit changer la loi que si on est sûr de faire mieux. Et par ailleurs, la politique, ce n'est pas que la loi. Croire que c'est clairement des questions budgétaires, c'est aussi une politique qui est suivie sur le terrain, voir ce qui se passe, vérifier que les moyens arrivent. Donc c'est aussi ça qu'on apprend quand on est député, et que la fonction de contrôle de l'Assemblée nationale est au moins aussi importante que celle de légiférer. Alors, vous l'avez dit, vous avez été élu dans la majorité, mais vous avez exprimé votre désaccord sur certains points en rejoignant ce qu'on a appelé, à tort ou à raison, les frondeurs. Est-ce que c'est un atout pour vous dans cette campagne, d'avoir à un moment été à l'encontre de votre famille politique, d'une partie en tout cas? Écoutez, l'atout que j'y vois, c'est qu'on est dans un paysage qui est complètement bouleversé, avec un président de la République qui était un parfait inconnu il y a 5 ans, avec un parti qui a été constitué autour de lui, qui rassemble des gens de droite, qui rassemble des gens de gauche, et dont on ne sait pas très bien quelle majorité il va pouvoir constituer, et si ses bases seront solides. Et j'imagine que dans ces temps troublés, où chacun perd ses repères, mais il n'est pas mauvais qu'il y ait des femmes et des hommes qui gardent leurs repères, qui gardent leur boussole, qui aient des principes et qui aient montré qu'ils en avaient. Et donc, moi, j'ai toujours privilégié le fond sur la forme, ou plus exactement le fond de la loi sur le message qu'elle entend faire passer. Parce que je vous assure qu'après, dans la vie réelle, quand vous appliquez la loi, les administrations, les entreprises, les juges, ils se moquent bien de savoir dans quelle perspective politique on était au moment de l'adoption. Ils regardent le concret des choses. Et puis, il y a une deuxième chose que j'ai privilégiée, c'est que par rapport à des instructions qui viennent d'un groupe politique, j'ai toujours privilégié la parole qui avait été donnée devant l'électeur. Comment cela va-t-il peser dans cette campagne? Comment faisons-nous campagne dans ce climat, ce paysage politique redessiné? On en parle dans quelques instants avec Denis Robillard. Devenez producteur de joie. Découvrez le projet de financement de RCF Loir-et-Cher en vous connectant sur la plateforme de financement participatif producteurdejoie.rcf.fr. Aidez votre radio locale à financer sa table de mixage numérique et devenez aussi ambassadeur de votre radio en partageant ce projet à vos amis. Rendez-vous sur producteurdejoie.rcf.fr et sélectionnez le projet RCF Loir-et-Cher, la radio qui déménage et se numérise. Avec le projet RCF, devenez producteur de joie. RCF. L'invité.
Denis Rebillard, le député socialiste sortant de la première circonscription de Blois, est notre premier invité de cette série de rencontres avec les candidats dans le Loir-et-Cher. Alors vous repartez donc en campagne. En 2012, vous l'aviez emporté sur le député sortant Nicolas Perruchot. Est-ce qu'il n'est pas bon d'être député sortant dans la première circonscription de Blois ? C'est compliqué pour les députés sortants dans ce territoire-ci, qui est si particulier ? Ça, il n'y a pas de règle. Observe que Nicolas Perruchot, il avait été réélu une première fois. Donc, il n'y a pas de règle. Je ne crois pas qu'il faille penser qu'il y aurait une prédestination sur cette circonscription en particulier. Bon, après, le fait d'être sortant fait que vous avez un bilan à présenter. Ça permet de savoir pour les électeurs comment travaille son député, s'il a tenu ses propres engagements. Moi, je m'étais engagé à ne pas cumuler. Quand j'ai été élu, j'étais maire adjoint à Blois, à l'urbanisme et au projet de rénovation urbaine. J'ai été élu le 17, j'ai démissionné le 18 de mes fonctions de maire adjoint. Je trouve que les citoyens, ils sont attachés à ce que les élus respectent la parole qu'ils ont donnée. Sinon, quel crédit a-t-on ? Comment peut-on faire campagne ? C'est également pour ça que quand j'avais le sentiment que, sans qu'il y ait eu des modifications de la situation historique, économique, sociale, on faisait autre chose que ce qu'on avait prévu, voire le contraire, sur certains points économiques ou sociaux, je l'ai dit et j'ai mis mon vote en accord avec mes idées. Quand il s'est agi du vote du traité européen qui renforçait l'obligation de suivre une politique extrêmement libérale de l'Union européenne avec cette règle des 3% qui était intangible en donnant davantage de moyens de coercition à l'Europe. François Hollande avait dit qu'il le renégocierait. Et comme on nous a présenté le traité inchangé, je ne l'ai pas voté. Donc j'ai essayé d'être très cohérent avec ce que les principes que je m'étais fixés. D'un autre côté, moi je ne méconnais pas la nécessité d'une discipline. Soyons très clairs par rapport à Emmanuel Macron. Je ne souhaite pas qu'il ait de majorité. Pourquoi ? Parce que je souhaite qu'il soit obligé de négocier un contrat de gouvernement dans lequel des garde-fous puissent être stipulés. Moi j'apprécie le personnage. J'apprécie son libéralisme politique, mais je n'apprécie pas son libéralisme économique. Et je sais qu'il a une propension à décider, c'est ce qui s'est vu au cours de cette campagne, à décider tout seul, ou en comité extrêmement restreint. Je pense que le fait que François Hollande ait eu une très large majorité à l'Assemblée nationale, en tout cas que les seuls socialistes, à eux seuls, soient majoritaires, l'a conduit à faire ce qu'il voulait, et donc à ne pas suffisamment écouter ce qui lui était dit. Eh bien, je souhaite qu'Emmanuel Macron soit obligé d'écouter ce qui se passe au Parlement. Et j'ajouterai une chose. On a un parti qui s'appelle En Marche, ou qui s'appelle aujourd'hui La République En Marche, qui a été construit autour et pour Emmanuel Macron et par Emmanuel Macron. On va avoir des candidats qui auront été investis par ce parti qui est au service intégral d'Emmanuel Macron, qui auront donc été investis par Emmanuel Macron. Et on aura donc des députés En Marche qui procéderont du président de la République. Ce n'est pas une bonne méthode pour arriver à un équilibre entre le Parlement et le président de la République. Alors, si vous voulez peser, il faut être élu. Reste un constat, dans la circonscription de Blois, nous avons face à vous, à gauche, les écologistes, la France Insoumise, le Parti communiste. Pas d'union possible. On voit comme ça a pu être fait, entre guillemets, pour la circonscription de Vendôme avec les écologistes. Ça n'a pas abouti ou y a-t-il eu négociation Il y a eu des discussions, pas avec tout le monde à ma connaissance. Ces discussions n'ont pas abouti puisque, comme vous le savez, il y aura une candidate communiste, une candidate de la France Insoumise, un candidat écologiste et moi. Ça disperse les voix de gauche. Ça disperse évidemment, je le regrette. Ceci étant, ça montre de façon un peu inquiétante les risques que les différentes forces de gauche sont prêtes à prendre, y compris dans une circonscription qui est tenue par la gauche. Et de ce point de vue, je ne peux pas m'en réjouir, je ne peux pas m'en satisfaire. Ceci étant, moi je ne vais pas passer mon temps à pleurer sur cette situation. Moi je fais campagne en fonction d'un bilan, d'une capacité et d'une nécessité que la protection sociale, les droits des salariés, les équilibres dans les pouvoirs puissent être maintenus dans la prochaine législature.
Après, je fais également campagne pour que la dimension écologique des problèmes soit traitée par priorité. Pourquoi ? Parce qu'on ne négocie pas avec la planète. Parce qu'on n'a pas le choix et qu'il faut absolument le faire. Et dernière question, on ne peut pas ne pas citer les chiffres du premier tour des présidentielles. Benoît Hamon n'a rassemblé dans la première circonscription de Blois que, si l'on peut dire également, 7,17%. Est-ce qu'on peut transposer ces chiffres ou pour vous c'est une élection totalement différente et une autre incarnation ? Écoutez, c'est une autre incarnation, c'est une élection qui est fondamentalement différente. Comme vous savez, Benoît Hamon était victime de l'effet utile. Après tout, moi j'espère en profiter. Mais ce que je veux surtout dire, c'est que tout le monde sait que dans les voix d'Emmanuel Macron, il y avait des gens qui avaient voté pour moi en 2012. Et dont je sais, parce qu'ils me l'ont dit, qu'ils voteront pour moi en 2012. Dans les voix qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, il y a des gens qui avaient voté pour moi en 2012 et qui m'ont dit qu'ils voteraient pour moi cette année. Par conséquent, je ne me reconnais pas dans le score de Benoît, même si je le soutenais. Eh bien, merci Denis Robillard de nous avoir accordé quelques minutes. Merci à vous. Merci à vous. Et donc, je rappelle que ceux qui souhaitent suivre votre campagne, eh bien, que vous tenez ce jeudi une réunion publique à 18h30. C'est à la salle de la Tripostale à Vineuil.